Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour. 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 Je vous propose de démarrer. Donc, je suis Solène Senet, chargée de mission à l'ARA, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce webinaire avec mon collègue Martin B. Bonjour à tous. Alors, pour rappel, l'ARA anime un réseau de nombreux professionnels pour échanger, partager les expériences et améliorer les connaissances techniques sur les thématiques autour de la gestion des milieux aquatiques et de l'eau. Et donc, ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de formations, de sorties terrain et aussi l'animation de réseaux métiers comme celui de Caliora. Aujourd'hui, Christelle Lama de l'ARS et Anne Martelat de l'Adréal nous proposent de décrypter ensemble les derniers textes, notamment sur la transposition de la directive eau potable sur les volets ressources en eau et pollution diffuse. Bonjour. Je suis Christelle Lamas, Agence régionale de santé. Et Anne Martelat. Merci. De l'Adréal. Alors, je donne juste quelques petites consignes que vous connaissez tous par cœur, j'imagine, pour que ça se déroule au mieux. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous renommer. Et puis, comme pour tous les événements de l'ARA, après, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions. Pour ça, comme d'habitude, vous avez deux outils, l'onglet « Converser » donc pour poser vos questions à l'écrit, et puis moi, je les relayerai. Et encore mieux, c'est l'outil « Lever la main ». Donc, en bas de votre écran, dans l'onglet Réaction. Et voilà, comme ça, vous pouvez poser vos questions en direct. Et pour information, et notamment pour tous ceux qui ne pouvaient malheureusement pas être présents, le webinaire, il est enregistré. Je vous transmettrai le lien prochainement, ainsi que les supports de présentation. Donc, vous avez les nombreux points qui s'affichent à l'écran sur le programme de ce webinaire qu'on va essayer de parcourir ensemble. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre les nombreux textes qui sont parus en fin d'année dernière, donc à la fois ce que l'on sait aujourd'hui, mais aussi ce qu'on attend encore, puisque tous les textes ne sont pas encore parus. Et comme le sujet est assez complexe avec la modification de plusieurs codes, n'hésitez vraiment pas à demander des précisions à tout moment, si jamais un aspect n'est pas clair pour vous. Voilà. Je vais passer la parole et le partage d'écran à Christelle et on va démarrer. C'est tout bon, parfait. Merci Christelle. Ok. Alors, donc, ce matin, je vais vous présenter de façon quand même assez simple tout un tas de textes qui sont sortis fin de l'année dernière sur les travaux de transposition de la directive 4 sur l'eau. Donc, on a plein de textes qui sont sortis fin 2022 et quelques-uns début 2023. Dans le cadre de cette transposition de la nouvelle directive européenne, il y a cinq axes d'évolution. La première concerne tout ce qui est la révision des paramètres et normes, ce qu'on va devoir contrôler, soit par la collectivité, soit par les services de l'État. Il y a des évolutions sur ces paramètres et normes. Il y a des évolutions sur les obligations pour chaque collectivité de mettre en place un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Donc, j'essaierai de vous expliquer en quoi ça consiste. On a un axe qui concerne la meilleure information sur la qualité de l'eau potable et un sur les matériaux au contact de l'eau. Sur ces deux axes, il n'y a pas beaucoup de nouveautés pour la France, parce qu'on était déjà assez avancé sur ces deux domaines. Et enfin, un dernier axe qui s'appelle l'accès à l'eau pour tous, et que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, et pour lequel on attend encore pas mal de textes pour voir un peu comment ça va se mettre en œuvre. Donc, je vais vous faire une présentation vraiment ciblée sur quelques éléments qui pourraient être d'intérêt pour vous. Donc là, le premier concerne donc le contrôle sanitaire, donc les modifications sur les paramètres de qualité qui sont à surveiller. Déjà, la principale évolution, c'est qu'aujourd'hui, on avait uniquement ce qu'on appelle des limites de qualité, des références de qualité, donc limites de qualité impératives à ne pas dépasser, sinon l'eau est non conforme, et des références de qualité
qui étaient des valeurs sur lesquelles il fallait tendre, qui sont des indicateurs de fonctionnement. On a 2 nouvelles notions qui sont introduites par la directive cadre, qui sont dans le droit français maintenant. La première concerne l'introduction de la notion de ce qu'on appelle une valeur indicative et qui concerne exclusivement les métabolites de pesticides non pertinents. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est qu'un pesticide non pertinent, sauf s'il y a des questions, parce que je l'ai déjà eu fait à d'autres occasions. Donc, jusqu'à présent, pour les métabolites de pesticides non pertinents, et c'est encore aujourd'hui le cas, il n'y a pas de limite de qualité à appliquer. On n'a pas les 0,1 microgrammes par litre à appliquer, puisque ce sont des métabolites non pertinents. Pour autant, sur le plan sanitaire, on pouvait appliquer ce qu'on appelle la valeur sanitaire maximale si on avait des concentrations importantes de pesticides non pertinents. Aujourd'hui, on a une valeur unique, quel que soit le pesticide, quel que soit le métabolite non pertinent, cette valeur unique, elle est à 0,9 microgrammes par litre. Elle n'est pas tout à fait nouvelle, elle existait avant, mais la nouveauté, c'est qu'elle est inscrite dans le Code de la santé publique comme une valeur indicative, donc pas un paramètre réglementaire de non-conformité, mais une valeur vers laquelle il va falloir tendre pour les collectivités. Et pour les collectivités, on leur demande, pour ces métabolites-là non pertinents, de tendre vers cette valeur et de décrire ce qu'ils pensent pouvoir faire, que ce soit en matière de surveillance ou d'action, pour réduire au plus bas possible les concentrations et en tout cas viser cette valeur unique des 0,9 microgrammes par litre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'introduction de ce qu'on appelle des valeurs de vigilance. Dans l'environnement, il y a tout un tas de molécules qu'on peut retrouver et qu'on ne recherche pas forcément au niveau du contrôle sanitaire, soit parce qu'on n'a pas assez de données, soit parce qu'on n'a pas trop les compétences analytiques, soit parce que c'est nouveau. Enfin, il y a plein de raisons qui font que le contrôle sanitaire n'est pas exhaustif. On voit qu'on découvre de nouvelles choses. Et dans la directive 4 sur l'eau, les pays européens sont invités à néanmoins mettre en place une surveillance sur ces paramètres-là, qu'on appelle le mécanisme de vigilance, pour lequel on n'a pas encore de limite de qualité, on n'a pas encore toutes les données sur l'impact sanitaire, mais pour lequel on pense que c'est d'intérêt d'avoir des données sur l'eau potable. Jusqu'à présent, on avait quelques données, mais très parcellaires. On a régulièrement au niveau national des campagnes qui sont faites par l'ANSES pour aller rechercher des paramètres, mais on va dire que c'est du one-shot. Là, l'objectif, c'est de mettre un peu en place cette surveillance pour voir ce qu'on a comme données sur l'eau potable et voir s'il faut faire évoluer justement tous les paramètres à suivre et les limites de qualité. Donc aujourd'hui, dans la réglementation, on a 2 paramètres qui concernent ces valeurs de vigilance, le 17-bêta-estradiol et le nonylphénol. Tous les deux sont des perturbateurs endocriniens. Le premier, c'est une molécule naturelle produite par les femmes, notamment enceintes. Ça peut aussi être une molécule de synthèse utilisée dans le traitement de la ménopause notamment, mais aussi certains cancers hormonodépendants. Et le nonylphénol, c'est un produit qui est utilisé dans le monde industriel, il y a beaucoup d'usages. Voilà, donc ces 2 paramètres ont été ciblés parce qu'ils ont été retrouvés dans des campagnes, ce que je vous disais, one shot, où on va chercher quelques paramètres et elles sont d'intérêt parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc tout ça, ça va être intégré dans les règles qu'on appelle communes de gestion de dépassement, sans pour autant être des limites de qualité pour lesquelles on ne va pas dire en tant qu'État que c'est non conforme, mais pour lequel on attend des actions à minima de surveillance, voire des actions pour diminuer l'impact. Voilà, ça c'est la première évolution. Après, je vous l'ai mis, je ne vais pas détailler, il y a d'autres évolutions sur les paramètres. On a des nouveaux paramètres. Alors, si vous avez suivi un peu l'actualité de notre région, on a notamment l'introduction des alkylés polyfluorés, donc les PFAS, qui sont introduits dans les limites de qualité, tant sur les eaux brutes que sur les eaux au robinet. Il y a des paramètres qui sont supprimés et on a des nouvelles normes. Et ce que rappelait la réglementation, on l'avait déjà avant, mais c'est écrit de façon, on va dire, plus forte. C'est qu'il y a vraiment une complémentarité entre la surveillance du PRPDE, de la collectivité, et le contrôle sanitaire. Et il a bien été rappelé que la surveillance permanente de la qualité, c'est la collectivité, c'est lui qui fait le suivi de premier niveau. Et on verra tout à l'heure que tout ça doit se faire en lien avec le PGSSE. Il y a des paramètres obligatoires de surveillance qui ont été introduits par la réglementation, mais aussi c'est la collectivité, en fonction de l'analyse de risque de ses ouvrages, qui doit mettre en place une surveillance particulière
et que l'État ne fait que, entre guillemets, qu'un contrôle ponctuel, c'est un suivi de second niveau. Donc nous, on vient juste voir de temps en temps si c'est bon. Voilà, donc ça a été rappelé. Ça existait avant, hein, mais ça passait peut-être un peu plus inaperçu. En tout cas, c'est plus réaffirmé. Voilà sur la partie contrôle sanitaire. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Alors, je ne vois pas, il faudrait que tu me dises, comme je vois que ma présentation, Solène, s'il y a des Non, questions. pour l'instant, il n'y a pas de main levée. D'accord. Donc, j'enchaîne. Pour l'instant, oui, c'est tout bon, merci. Donc, l'autre évolution en matière de dérogation, vous savez que quand on dépasse une limite de qualité, s'il n'y a pas de risque pour la santé, c'était notamment le cas pour les pesticides, pour certains pesticides, les collectivités peuvent demander de déroger à la norme, c'est-à-dire même si non conformes, elles peuvent demander de déroger à la norme et pendant un certain délai, mettre en place des actions pour reconquérir la qualité de l'eau si elles n'ont pas les moyens de le faire rapidement. Donc ça existait déjà. Ce qui a été modifié, c'est que jusqu'à présent, la collectivité pouvait faire une première demande de dérogation sur une période de 3 ans, renouveler une fois sur une deuxième période de 3 ans, voire une troisième fois. Alors, c'était quand même assez rare, voire très exceptionnel. Mais cette faculté de mettre en place une troisième dérogation, elle est complètement enlevée des nouveaux textes. C'est plus possible. La dérogation ne peut être faite que 2 fois maximum. Donc ça, c'est une évolution. Et il est bien spécifié qu'on peut déroger uniquement pour des situations nouvelles. C'est-à-dire s'il y a des situations de pollution anciennes qu'on avait détectées, mais pour lesquelles on n'avait rien fait jusqu'à présent, eh bien, on tient compte de tout l'historique de la recherche du paramètre. Donc, si ça fait déjà 3 ans qu'on la suit, on est déjà, si on demande une dérogation, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Après, il y a quand même, c'est un peu atténué en disant que, par exemple, pour les pesticides, on voit bien qu'il y a des paramètres, on se doute bien que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais on les recherche depuis peu. Donc, on tient en compte que des nouvelles recherches, pas le fait qu'elles étaient là depuis très longtemps. Mais ça nous demande quand même d'être très, très vigilants, justement, sur la notion de surveillance, sur tous les paramètres qui sont surveillés par la collectivité. Il va falloir trouver une belle articulation avec le contrôle sanitaire. Ce n'est pas parce que c'est pas recherché par le contrôle sanitaire qu'on ne connaît pas la situation et il faudra en tenir compte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les évolutions, donc elles sont écrites en bleu, alors qu'on avait quand même introduites, en tout cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien d'autres régions. Mais là, c'est écrit, c'est qu'on présuppose que dans le cas des dérogations, les mesures pour reconquérir la qualité de l'eau, elles peuvent aussi être préventives et pas uniquement curatives. Tel que les textes étaient écrits avant, ça ne laissait pas la marge. Après, il fallait forcément une solution curative. Donc là, c'est écrit si une solution préventive permet d'arriver au même résultat, elles sont tout à fait acceptées et au contraire plutôt encouragées. Et toutefois, pour quand même tenir compte sur les grosses difficultés qu'on a actuellement pour mettre en place des traitements sur certains paramètres qui sont un peu nouveaux à traiter et pour lesquels on a du mal à trouver une solution, il est inscrit la possibilité d'avoir toute une phase d'études technico-économiques pour la faisabilité du traitement de certaines molécules. Alors, pas seulement les pesticides, mais aussi les perfluorés, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était la partie dérogation. Donc, plus de troisième dérogation. Attention, si on connaît la situation, c'est tout de suite qu'il faut agir et le poids des mesures préventives. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Je ne vois pas de main levée non plus. Je vois des choses dans la discussion, non, c'est pas. Non, c'est Martin qui vous incite à poser les questions dans l'espace de discussion si vous avez besoin, ou à l'oral, les deux moyens sont possibles. D'accord. Alors, le troisième point donc, concerne les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau. Donc ça, déjà, vous expliquez que les plans de gestion de la sécurité sanitaire, ce n'est qu'une démarche qualité appliquée à l'eau potable. On va dire c'est le HACCP alimentaire eau potable. Ça, c'est vraiment une approche globale qui doit permettre aux collectivités, une fois qu'elles ont identifié l'ensemble des dangers liés à l'exploitation de leur système, à la fois de production et de distribution, on va bien identifier depuis le captage, qui va être problématique pour le captage, jusqu'au transport, au stockage, au traitement, jusqu'au robinet des usagers, l'ensemble des risques. Donc, ce n'est pas qu'une approche
qualitative, ça peut aussi être une approche quantitative, c'est vraiment une approche globale. Et l'objectif, c'est vraiment de passer d'une approche curative à vraiment une gestion préventive, de limiter, enfin éviter dans la mesure du possible les risques ou les réduire le plus bas possible. Et si on ne peut pas, mettre en place des moyens de surveillance pour pouvoir intervenir rapidement. Voilà. Donc, voilà en quoi consistent les plans de gestion de sécurité sanitaire. Donc là, ce qui a été introduit dans la réglementation, c'est l'obligation pour toutes les collectivités. Ils ont dissocié la partie zone de captage de la partie production-distribution avec une obligation à élaborer le premier plan. C'est des plans qui se veulent itératifs, c'est jamais fini un plan de qualité, hein. C'est une démarche en fait qui se veut itérative. Donc de commencer la démarche, d'avoir déjà élaboré la première démarche pour les zones de captage avant le 12 juillet 2027 et pour la partie production-distribution avant le 12 janvier 2029. Donc c'est une obligation forte pour les collectivités. Il y a une exemption possible pour les zones de captage, pour les plus petits, les toutes petites collectivités qui fourniraient de l'eau à moins de 50 personnes. Donc, c'est vraiment des particularités. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de collectivités, voire pas de collectivités publiques qui sont concernées. Et donc, comme je vous disais, c'est aussi tenir compte des enjeux quantitatifs. Et dans cette démarche-là, il y a une grosse part qui est faite à tout ce qui est concertation. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à ce que je peux gérer au niveau de la collectivité. On doit faire l'effort de concerter l'ensemble des parties prenantes qui sont impactées dans tout ce qui est protection et préservation de la qualité de l'eau. Donc, notamment par des conventions. Donc, on va retrouver les acteurs des filières agricoles, mais aussi les industriels, voire les particuliers, les exploitants de forêt, par exemple. Pour ce qui nous intéresse un peu plus sur la partie zone de captage, donc le périmètre, ce que nous disent les textes, le périmètre sur lequel il va falloir pour la collectivité mettre en place son étude de risque, son étude de danger, c'est toute l'aire d'alimentation de captage. Donc on voit bien que là, qu'on est en train de matcher avec la problématique des captages prioritaires. En revanche, on n'a pas d'aire d'alimentation de captage pour tous les captages. Donc à défaut, ça sera le périmètre de protection éloigné, sinon ça sera le périmètre de protection rapproché, et à défaut, ça sera le territoire des communes. Voilà. Donc c'est un peu emboîté. Et ce qu'il est demandé de faire, c'est donc faire une évaluation des risques sur la zone de captage. On a une annexe qui décrit quand même précisément. Donc, il faut décrire la zone, recenser toutes les activités, faire des cartographies, il faut décrire l'affectation des sols, il faut voir si on a des zones de sauvegarde. Et il y a un fort lien qui est fait avec tout ce qui est code de l'environnement, notamment sur la partie identification des dangers et cotation du risque, avec tout ce qu'on retrouve dans le cadre de la directive 4 sur l'eau, sur le bon état écologique pour les masses d'eau, avec une étude des incidences des activités humaines telle qu'est prévue par le Code de l'environnement. Donc, ça demande quand même une analyse très poussée au niveau de la zone de captage. C'est ce qui est vraiment attendu pour avoir une réelle visibilité sur les risques pour le captage et sur les moyens surtout qu'on va pouvoir mettre après en œuvre pour réduire ces risques. Et ce qui est indiqué, c'est que si le plan d'action a été élaboré dans le cadre de l'article 24.7.6 du Code général des collectivités territoriales, et ça va, donc c'est le fameux plan d'action pour les captages prioritaires, et ce plan d'action, il va faire partie intégrante en fait, du plan de gestion de sécurité sanitaire. Ça sera un des éléments sur une partie ou sur tout, qui pourrait être complété ou pas en fonction des besoins. Donc, il y a vraiment une articulation sur la partie pollution diffuse agricole entre ce qui est fait au niveau des captages prioritaires et ce qui sera fait au niveau du plan de gestion de sécurité sanitaire. Donc, on voit bien évidemment qu'on ne met pas de côté tout ce qui a déjà été fait. Au contraire, c'est vraiment partie intégrante. On est en phase avec ce qui se fait. Donc, je vous ai mis les textes, mais basta, vous les lirez plus tard, qui introduit ces obligations. Pour vous dire que les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau, bien qu'ils vont devenir obligatoires que maintenant, pour autant, il y a déjà des collectivités qui sont engagées dans la démarche. On en a référencé une 60aine sur notre région. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus, puisqu'il n'y a pas d'obligation pour la collectivité. Enfin, il n'y avait pas jusqu'à présent d'obligation pour la collectivité de nous informer. Avec les textes, elles devront nous adresser, ainsi qu'à l'agence de l'eau et au préfet, une synthèse de son PGSSE. On en a beaucoup, notamment dans le Cantal, parce que l'agence de l'eau à Tour-Garonne en a fait une condition pour financer des travaux d'amélioration de la qualité. Souvent, les collectivités le font en lien avec le schéma directeur, parce qu'il y a quand même
un intérêt sur les parties diagnostic initial. Il y a beaucoup de choses qui sont identiques. Et puis à la fin, dans le cadre de la programmation de travaux, bien évidemment, les conclusions du PGSSE vont pouvoir alimenter le schéma directeur sur les programmations de travaux et la priorisation sur les travaux les plus importants à faire pour améliorer le service. Actuellement, on est aussi en train d'élaborer un rétex qui va être publié. Donc, ça, c'est le document qui est finalisé, qui sera publié sur le site de l'ARS, avec 3 collectivités qui ont bien voulu faire part de leur expérience sur l'élaboration des PGSSE, qui sont Valence, Grenoble et Carladès. J'espère que je prononce bien. C'est une commune du Cantal. Donc, c'est 3 collectivités qui sont à des stades différents dans l'élaboration de leur PGSSE. Et nous, depuis l'année dernière, on accompagne les collectivités pour leur permettre de comprendre ce qu'on attend d'eux sur les PGSSE. Donc, on a fait plein de séances, ce qu'on appelle d'acculturation, dans tous les départements. On a rencontré les collectivités, on a eu des échanges pour expliquer en quoi ça allait consister. Et concrètement, depuis septembre, on accompagne 12 collectivités sur la région pour l'élaboration de leur PGSSE. On a un partenaire qui est Louis-O. Vous pourrez trouver les éléments sur le site de l'ARS ici. Et le nom des 12 collectivités, et on va reproduire, c'est un appel à candidature et ce suivi. On va reproduire ça pendant 3 ans, donc on va solliciter d'autres collectivités cette année, puis encore l'année prochaine. L'objectif pour nous est d'avoir un maximum de collectivités qui s'engagent dans la démarche, des collectivités, on va dire, de différentes tailles, avec différentes problématiques, pour qu'on ait plusieurs approches, puisque en fait, il n'y aura pas un PGSSE unique, il y en aura plein différentes, vraiment adaptées à la situation. Et sachez que l'année dernière, pour les 12, on a eu une 50aine de collectivités qui voulaient être accompagnées, et on en a eu énormément qui avaient des problématiques pollution diffuse. Donc, on voit que la problématique pollution diffuse amène, je veux dire, naturellement les collectivités à se projeter dans ce type de document. En tout cas, ça a visiblement plus de sens parce qu'on avait vraiment une proportion beaucoup plus importante de ces collectivités qui étaient demandeuses d'accompagnement pour élaborer ces PGSSE. Alors, Christelle, on a des petites questions dans la discussion de Céline qui n'a malheureusement pas de micro pour les poser elle-même, donc je vais en faire le relais. Je pense que c'était 2 diapos en avant, peut-être si tu peux remonter. Elle demande, pour les captages classés en zone de sauvegarde, est-ce qu'on est sur le PPE, périmètre de protection éloigné? Sur le périmètre, on peut être sur la zone de sauvegarde. En fait, à minima, c'est l'aire d'alimentation de captage qui s'est définie. Effectivement, en zone de sauvegarde, on n'a pas forcément d'aire d'alimentation de captage, donc ça sera le PPE. Après, c'est à la main de la collectivité. Donc, la collectivité peut étendre, s'il y a un intérêt, elle peut l'étendre à toute ou partie de ces zones de sauvegarde. Ok, merci. Ça, c'est vraiment du minima. Après, les collectivités, à un moment, il faut quand même qu'elles se fixent des bornes, parce que c'est compliqué. Deuxième question. Céline, si la réponse n'est pas complète, n'hésite pas à demander des précisions, mais je pense que Christelle a répondu. Deuxième question, c'est pour l'identification des dangers, on est donc sur un niveau plus grand que ceux identifiés dans la DUP. Oui et non. Non, parce qu'en théorie, dans le cas des DUP, on devrait avoir des informations sur l'ensemble du bassin versant, enfin sur l'aire d'alimentation, du captage. Normalement, les textes, c'est ça. Dans les faits, c'est adapté, bien évidemment, au type d'ouvrage. C'est pas parce qu'après, on se concentre sur le PPE, sur la définition d'un PPE, d'un PPR, qu'au départ, dans le cadre des dossiers de déclaration d'utilité publique, dans l'analyse que doit présenter la collectivité pour que notre hydrogéologue agréé se prononce sur les conditions de protection, normalement, ça va être assez large. C'est toute l'aire d'alimentation. Après, le travail de l'hydrogéologue, c'est de dire les zones prioritaires sur lesquelles on va mettre des contraintes. Donc, on ne met pas des contraintes sur l'aire d'alimentation, on met des contraintes que sur PPE et ce PPR. Donc, non, ce n'est pas plus dans ce sens-là, mais oui, c'est plus parce qu'on demande des actions. On peut avoir des actions au-delà du PPE et au-delà du PPR. Je ne sais pas si j'ai été claire. En tout cas, non sur la philosophie, enfin sur la prise en compte des risques dans l'élaboration des périmètres, mais oui sur la mise en place de contraintes. Là, dans le cadre des PPE et des PPR, on est sur un arrêté préfectoral et on va clairement mettre des contraintes obligatoires.
dans le cadre des PGSSE, c'est pour ça qu'on a tout un temps de concertation. On va contractualiser, parce que ça ne va pas être obligatoire. Après, on verra avec Anne. Peut-être ça peut devenir obligatoire dans les aires d'alimentation de captage. C'est pas que de l'obligatoire. Je ne sais pas si j'étais très claire. Apparemment, si. Elle dit c'est très clair, merci. Donc, tout va bien. Et puis, dernière question pour l'instant. Donc, c'est la diapo d'après. Quand tu évoquais le retour d'expérience, est-ce que tu as une date de disponibilité de ce retour? Et C'est quand tu vas bon, sortir. il est fait, donc il ne faut plus que le mettre en ligne. Donc, je ne sais pas, il faut trouver quelqu'un qui le mette en ligne. Si ça sera peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas. D'accord, donc Ça très sera rapide. bientôt, en tout cas. En tout cas, là, il y a déjà pas mal de documents. Il n'y a pas le rétexte, mais il y a pas mal de documents qu'on a mis en ligne sur notre site, avec des cahiers des charges, avec des présentations. On a fait un petit guide. On a également fait ce qu'on appelle une fiche repère pour avoir l'essentiel en 3 pages. On a déjà pas mal de choses pré-mâchées, mais le rétexte, on va dire d'ici 15 jours, certainement avant, mais d'ici 15 jours. Ok, vous aurez le lien dans le support. J'ai malheureusement pas le lien sous la main, donc je ne peux pas vous le mettre dans la discussion, mais vous pourrez récupérer ce lien-là. Je vous envoie le support dans la foulée. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Eh ben, je n'en vois pas, donc je pense qu'on peut poursuivre, Christelle. D'accord. Alors, pour le dernier point, je vais faire assez vite parce que je vais passer la main à Anne qui va aller un peu plus dans le détail. Donc, dans les nouveautés aussi réglementaires qu'on a eues, c'est l'approche différenciée de protection des ressources selon la sensibilité du captage. Donc, l'objectif qui est affiché, c'est de vraiment rationaliser les périmètres administratifs de protection des captages sensibles. C'est-à-dire à la fois les périmètres de protection et à la fois tout ce qui tourne autour des aires d'alimentation de captage et captage prioritaire. Sauf que là, on va l'étendre à des actions de protection contre les pollutions de toute nature et Anne vous expliquera les améliorations d'outils ZSE qui devraient être mis en place. Juste pour vous dire que la différence, on va avoir une différence entre les captages non sensibles et sensibles. Donc, les non sensibles, c'est ceux pour lesquels on n'aura pas trouvé d'enjeu majeur vis-à-vis de pollution diffuse. Alors, pollution diffuse à la fois agricole, mais également industrielle. Dans ce cas-là, par rapport à qu'il y ait des périmètres de protection, on aura toujours la définition de périmètre de protection rapproché, voire d'un périmètre de protection éloigné, sachant que ce n'est pas toujours obligatoire. Donc, les dispositions sont inchangées. En revanche, pour les captages qui sont dits sensibles, c'est-à-dire dont la qualité sanitaire de l'eau brute est dégradée ou en cours de dégradation, Anne vous donnera un peu plus de détails, on n'aura plus que la définition d'un périmètre de protection rapproché. Tout ce qui est relatif, ce qu'on pouvait indiquer dans un périmètre de protection éloignée, sera mis dans un autre outil. En tout cas, il n'y aura plus dans les cadres des arrêtés de déclaration d'utilité publique pour ces captages-là de périmètre de protection éloignée. Donc, pour les captages sensibles, pour les nouveaux dossiers, donc on verra qu'il y en a encore un peu de texte à avoir, mais normalement pour les nouveaux dossiers ou les révisions de dossiers, donc les périmètres de protection éloignée ne seront plus définis. Et pour tout ce qui est arrêté existant, on va avoir une demande pour, au fur et à mesure d'élaboration des aires d'alimentation et de la prise des arrêtés ZSE, ces PPE seront supprimés. Donc concrètement, ce sera ça. Donc voilà, il n'y a pas besoin forcément de questions parce que Anne va vraiment détailler. Moi, j'amorce. Merci à Christelle pour ces éléments. Je vais arrêter. Est-ce que sur ce volet-là, ça vous appelle des questionnements, des interrogations, des problèmes de compréhension? Peut-être attendre avec la présentation de Anne, parce qu'elle va vraiment plus détailler. Je parlais sur l'ensemble de ta présentation, mais si jamais il y a eu des déclics au fil de… Mais oui, sur le volet captage sensible, les LSE, Anne va compléter ce qu'elle peut en l'état des textes sortis. Bon, merci Christelle, malgré la maladie, d'avoir présenté tout ça. Anne, je te propose de prendre la suite. Je prends le relais. Alors, je vais partager ma présentation. Hop. Hop. C'est bon, vous la voyez? C'est en train d'arriver. Ouais, c'est parfait. Et alors, du coup, par contre, moi, j'arrive plus à la… Parce que j'ai qu'un écran. Voilà. J'ai un petit problème. Ah, voilà.
Si c'est bon, ça marche quand même. Donc, oui, c'est bon. Alors, je vais vous présenter ce qu'on sait aujourd'hui sur ces captages sensibles, enfin la définition qu'on en connaît qui n'est pas tout à fait complète, sur les évolutions de l'outil ZSCE et l'articulation et permis de protection des captages et urbanisation des captages. Bon, ça, Christelle vous a déjà tout dit, je n'aurai pas grand-chose de plus à en dire, mais voilà, on a un certain nombre d'éléments qui sont connus via les textes qui sont sortis, notamment l'ordonnance de transposition et le décret PGSSE. Mais on est encore en attente d'un certain nombre d'éléments. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes vos questions, voilà. Mais on verra. Donc, qu'est-ce qui est donné comme définition au captage sensible? Cette définition, elle est donnée par le Code de l'environnement. Et en fait, un captage sensible, alors déjà, on ne devrait pas parler de captage, mais plutôt on parle cette fois de points de prélèvement sensibles, en fait. Donc, les points de prélèvement utilisés pour la production d'eau potable sont sensibles à partir du moment où les résultats d'analyse en eau brute dépassent, pour des paramètres donnés, des seuils fixés. Donc, toute la question de quels paramètres on prend en compte et quel seuil n'est pour l'instant pas encore réglé, puisque cela doit être défini par un arrêté à paraître. Et il y a des travaux et des discussions en cours actuellement pour préciser ces éléments. Alors, la seule chose qu'on sait, c'est que dans le cadre des travaux d'élaboration de l'ordonnance de transposition de la directive eau potable, il y aurait eu un arbitrage sur des seuils de l'ordre de 80% des exigences de qualité. Mais pour l'instant, voilà, rien n'est écrit, donc tant que rien n'est écrit, on ne peut être sûr de rien. Voilà. Alors, justement, les travaux qui sont en cours et qui sont réalisés par le ministère de la Santé et par le ministère de la Transition écologique consistent à faire un certain nombre de tests sur différents scénarios en prenant en compte différentes hypothèses de paramètres chimiques, de niveaux de seuil à considérer, de variables à comparer à ces seuils, modalités de calcul. Est-ce qu'on prend des moyennes? Est-ce qu'on prend des médianes? Est-ce qu'on prend des percentiles? Sur quelle période on se base pour définir cette sensibilité des captages aux pollutions? Combien d'analyses minimum? Et alors, ce qui se dégage pour l'instant, c'est que les paramètres microbiologiques ne seront pas pris en compte pour définir la sensibilité de ces captages. Et le scénario qui semble se dégager pour les paramètres chimiques, c'est qu'on prendrait en compte les pesticides, les métabolites pertinents de façon individuelle et la somme, et les métabolites non pertinents, donc uniquement individuellement, ils ne seraient pas pris en compte dans les sommes, et les nitrates. À cela s'ajouteraient certains polluants organiques, des hydrocarbures, HAP, benzène, cyanure et solvants chlorés. Alors ça, c'est la liste de base des paramètres qui seraient pris en compte, et d'autres paramètres spécifiques pourraient être rajoutés à cette liste de base, mais ils seraient définis un peu au cas par cas sur la base d'une expertise locale. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les seuils donc, pris en compte seraient définis à partir des limites de qualité eau distribuée et appliqués, bien sûr, aux eaux brutes. Voilà.
Ensuite, ce qu'on sait également, c'est quelles sont les conséquences pour les collectivités si un de leurs captages est identifié comme sensible. Donc, dans ce cas-là, pour la collectivité qui assure toute ou partie du prélèvement à partir de ce point de prélèvement identifié comme sensible, la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource devient obligatoire. Donc, c'était voilà, cette contribution qui était jusqu'alors facultative et laissée au choix des collectivités. Dans ce cas-là, elle devient obligatoire. Et donc, les conséquences, elles sont les mêmes que quand la contribution était facultative. Dans ce cas-là, la collectivité doit délimiter une aire d'alimentation de captage et élaborer, mettre en œuvre un plan d'action sur cette aire d'alimentation de captage. Donc, pour éviter, réduire ou supprimer les pollutions à l'origine de la contamination identifiée ou limiter leur transfert vers la ressource en eau. Et la nouveauté, c'est que, disons par rapport ça ressemble beaucoup à la démarche qu'on applique déjà au captage prioritaire, mais la nouveauté, c'est que ce plan d'action peut concerner les pollutions de toute nature et s'applique à toute partie de l'aire d'alimentation du captage. Mais bon, ça, c'était déjà le cas pour les captages prioritaires pendant une durée déterminée. Donc, le programme d'action est élaboré en concertation avec les acteurs du territoire concerné. Et, point important, il contient des propositions de mesures qui pourront être rendues obligatoires par le préfet dans le cadre du dispositif ZSCE. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement de quelle manière le dispositif ZSCE va être élargi. Et des précisions sont attendues dans un décret à paraître. Et pour l'instant, on a vraiment très, très peu d'informations par rapport à ça. Et également, quelque chose d'important, la collectivité doit proposer une délimitation d'aire d'alimentation, captage, et le programme d'action qui s'y applique au préfet. Donc, elle doit transmettre ces éléments dans un délai qui doit être fixé aussi par le décret à paraître. Et dans le cas d'un captage sensible, l'aire d'alimentation de ce captage devrait être délimitée par arrêté préfectoral systématiquement. Mais là aussi, on attend des précisions sur la façon dont cela devrait être réalisé. Et enfin, dernière obligation par rapport à cette démarche captage sensible, c'est le volet évaluation du programme d'action avant la fin de sa mise en œuvre, avec des suites qui pourraient être prolongation des actions ou modifications au vu des résultats de l'évaluation. Donc voilà, je ne sais pas si à ce niveau-là, vous avez des questions. Je ne vois pas… Diane, il y a quelques questions qui arrivent. Oui. Une première question que tout le monde se pose. Bon, je te la pose quand même. C'est est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que la liste des captages sensibles va sortir? Eh bien non. Bon, non, la question, fait, elle est même posée en termes d'année. Est-ce que tu sais si c'est sur l'année 2023, l'année 2024? Est-ce qu'on a un horizon? On n'a pas trop de visibilité sur le calendrier. Pour l'instant, rien de très précis. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on devrait quand même avoir des éléments pour la fin de cette année, mais bon, je ne sais pas. Je sais pas si Christelle, toi, tu as des idées plus précises, mais en tout cas… Non, c'est rien pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, il y a vraiment un travail entre les deux ministères pour évaluer en fait, l'enveloppe. Parce que vous imaginez bien qu'entre le nombre de captages prioritaires actuellement sur lequel on travaille et le nombre de captages sensibles à la fin, il va y avoir un tout petit delta. Donc, il y a une grosse importance des critères sur la définition des critères.
Surtout qu'en plus, on ne parle plus de captage, mais de points de prélèvement. Donc, voilà. Comme on le sait, un captage peut comprendre un grand nombre de points de prélèvement. Donc, on risque vraiment d'avoir beaucoup de points, en effet. Donc, je pense que vous avez répondu en partie à une question qui est posée par Clémentine, qui demande si la définition des captages sensibles, elle est déjà transmise à certains organismes, par exemple au département elle-même. Non, pas du tout. Ce que vous avez bien dit, c'est qu'on est en cours d'élaboration de cette ouais, liste. Ouais. Pour l'instant, on ne connaît même pas les critères. Enfin, les critères ne sont pas arrêtés. Donc, la liste, elle est loin d'être stabilisée. Peut-être préciser qui sera associé dans la définition de cette liste, vous savez? Et des critères? Ben, je pense que ça va être présenté en groupe national captage et peut-être en comité national de l'eau. Donc voilà, mais après, je ne sais pas si une fois que les critères auront été arrêtés au niveau national, il y aura une grosse marge de discussion. Ok, merci. Joanne, je vois que tu as posé une question. Si tu as un micro fonctionnel et que tu acceptes de la poser en direct, c'est avec plaisir. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, très bien. Oui, du coup, bonjour, merci. Je me posais la question, la contribution, donc la contribution à la gestion et la préservation de la ressource. Donc, je comprends qu'elle deviendrait obligatoire dans le cas où on a des captages sensibles sur notre territoire. Je me posais quand même la question, est-ce que cette prise de compétence qui, à la base, était optionnelle, elle serait obligatoire que à l'échelle de ces captages sensibles, ou est-ce que ça implique une prise de compétence plus globale, en fait? A priori, pour l'instant, de la façon dont les choses sont écrites, c'est uniquement pour les captages sensibles. Mais après, rien n'empêche voilà, pour la collectivité de décider de prendre cette compétence pour l'ensemble de ces captages. Ça reste, pour les autres captages, je pense que ça reste un choix qui est donné à la collectivité. D'accord. Et donc, dans le cas où on prend cette compétence-là sur ces captages sensibles, après, c'est au niveau... Enfin, cette prise de compétence sur ces captages se ferait à l'échelle, du coup, de l'aire d'alimentation ou d'une partie de cette aire d'alimentation. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. En fait, ouais, c'est ça. C'est les actions qui seraient mises en place, effectivement, soit sur l'ensemble de l'aire d'alimentation de captage, soit sur une partie de cette aire d'alimentation de captage. Mais c'est vrai qu'on ne parle plus de zone de protection. D'accord. Et à l'échelle d'un PPE, par exemple? Non, il n'y aurait plus de PPE dans ce cas-là, c'est ça, hein? Non. Dans ce cas-là, on remplace le PPE par l'aire d'alimentation de captage, exactement. Mais si l'aire d'alimentation de captage est plus grand que le PPE, est-ce que le PPE, enfin l'ancien PPE, serait du coup une entre guillemets zone plus prioritaire? Enfin, ce serait cette partie d'aire d'alimentation où on pourrait mettre en place un plan d'action. Alors pour l'instant, on n'a pas non plus énormément de précision par rapport à cette notion de toute ou partie de l'aire d'alimentation de captage. Moi, ce que je relève dans les textes, c'est qu'on ne parle plus de zone de protection, donc je me dis qu'on pourra peut-être définir des zones pas uniquement sur le même principe que ce qui était prévu, des zones prioritaires, voilà, d'action peut-être sur d'autres principes que ce qui était prévu, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas trop plus que ça, quoi. D'accord. Merci. On a une autre question de Céline, qui ne peut toujours pas la poser toute seule. Est-ce que le plan d'action en œuvre sur un captage est donc déjà en cours, devra aussi être transmis au préfet? Donc en fait, a posteriori, c'est ça, si le captage est déclaré sensible, je pense que c'est ça là. Je suppose que oui, si le captage est déclaré sensible, en effet. Oui.
Alors après, ce qu'on ne sait pas, c'est si tous les captages prioritaires vont être déclarés comme sensibles. Parce que ça va dépendre, bien sûr, des critères de seuil et puis de ce qu'on va comparer à ces seuils, en fait, de la façon dont ça va être défini. Et puis, pour les captages prioritaires, on avait, en plus du critère de qualité des eaux, des critères d'enjeu et de dépendance à la ressource qui étaient pris en compte. Et pour l'instant, enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé pour les captages sensibles. Ok, merci beaucoup. Je crois avoir fait le tour des questions posées pour l'instant. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à lever la main. Donc, on va poursuivre. Ah oui, alors, j'avais oublié une diapo. Je crois que j'étais arrivée au bout des captages sensibles. Mais en fait, oui, juste là, je rappelais ce qui est défini dans le Code général des collectivités territoriales par rapport au contenu des plans d'action dans le cadre de la contribution à la gestion de la préservation de la ressource et donc qui s'appliquerait au captage sensible. Mais ça, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui existait déjà depuis 2020. Donc, voilà les mesures qui sont envisagées. Ça peut consister en de la sensibilisation, de l'information, de l'accompagnement, des études nécessaires pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser les plans d'action, des suivis de qualité des eaux, des actions en faveur de la transition agroécologique, des actions de maîtrise foncière, des aménagements limitant le transfert de pollution, la mise en place de conventions d'engagement avec les partenaires du programme d'action et des actions de suivi et évaluation de l'efficacité de la démarche. Alors, après, pour ce qui concerne les évolutions du dispositif ZSCE. Alors, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, donc le dispositif, l'outil ZSCE, qui est mobilisable pour la protection des captages prioritaires, il fait l'objet, donc, pour rappel, de 3 arrêtés préfectoraux. Un arrêté pour délimiter la zone de protection de l'alimentation de captage, un arrêté pour encadrer le programme d'action volontaire, et dans le cas où on considère que la mise en œuvre des actions de ce programme volontaire n'est pas satisfaisante, on peut, selon les cas, au bout de 3 ans ou de 1 an, rendre certaines mesures de ce programme d'action obligatoires. Et donc, ce dispositif, ce cadre réglementaire pour les programmes d'action, pourrait être étendu au captage sensible et donc aux pollutions liées aux pratiques agricoles, mais pas que, donc à toute installation, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements, occupation du sol de nature à nuire à la qualité des eaux. Et pour ce qui concerne les pratiques agricoles, le Code de l'environnement précise que la limitation, enfin le dispositif ZSCE pourra permettre la limitation, l'interdiction de certaines occupations du sol et utilisation d'intrants. Voilà, mais là, c'est déjà quelque chose en fait qui est possible via le code rural pour les captages prioritaires, pour les pratiques agricoles. Donc, on devrait rester sur le même dispositif a priori, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et là, il devrait y avoir un décret spécifique pour préciser comment ce dispositif des DCE serait élargi et si le dispositif existant fera ou non l'objet de modifications. Voilà, je ne sais plus si j'avais... non, voilà, c'est tout. Donc, je ne sais pas si vous avez... Pardon,
excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je ne pourrais pas trop y répondre, mais bon. En tout cas, voilà, c'est quand même intéressant d'avoir connaissance de vos questions parce que on peut les faire éventuellement remonter parce qu'on doit encore avoir des échanges avec le ministère sur ce dispositif-là. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Pas de questions. Bon. Y compris les questions, ouais. pardon, c'était... y compris des questions que vous pouvez vous poser sur la mise en œuvre de ce dispositif et qui seraient à faire remonter. Hein. C'est dans les deux sens, ce n'est pas forcément des questions de compréhension. C'est ce que vous disiez, Anne. C'est ça. Bon, pas pour l'instant. OK. Donc après, en ce qui concerne l'articulation, périmètre de protection des captages et aires d'alimentation de captage, donc là, je passe très vite parce que j'ai rien de plus à dire que ce que vous a déjà indiqué Christelle. Donc, on a vu que dans le cas où on a un arrêté qui délimite l'aire d'alimentation d'un captage et qui arrête un programme d'action, dans ce cas-là, l'aire d'alimentation de captage vient se substituer au périmètre de protection éloigné, que le périmètre de protection éloigné donc, est conservé uniquement pour les captages non sensibles. Et que pour les captages sensibles, voilà, l'acte de DUP, pour ceux qui sont à venir, ne prévoiront plus de périmètre de protection éloigné. Donc, je passe. Donc là, j'ai récapitulé toutes les questions voilà, et les sujets par rapport, on est encore en attente d'éléments de précision. Donc, on a un arrêté qui doit venir définir ce qu'est un point de prélèvement sensible, donc les paramètres concernés, les seuils et les modalités du calcul du dépassement de ces seuils. Et on devrait avoir un décret pour préciser donc les dispositions réglementaires d'adaptation du dispositif ZSC aux pollutions de toute nature. Les délais de transmission des programmes d'action captage sensible et périmètre auquel elles s'appliquent. Les modalités et la procédure pour les arrêtés préfectoraux qui devraient être pris systématiquement pour les aires d'alimentation des captages sensibles. Et des précisions aussi sur les modalités et les conditions de suppression des périmètres de protection éloignés. Et juste pour votre information aussi, je vous indique ici que dans le cadre des travaux en cours justement au niveau national et de tous ces scénarios qui sont testés pour faire le choix des paramètres et pour évaluer un petit peu le nombre de points qui seraient concernés, on nous a annoncé l'élaboration d'un outil de visualisation des données de qualité de l'eau à l'échelle, donc qui s'appliquerait à l'échelle de tout le territoire national. Donc, qui est toujours actuellement en cours de développement, mais qui permettrait un accès à ces données à l'ensemble des parties prenantes, voilà, pour répondre à un besoin d'état des lieux partagé donc de la situation de la qualité de tous ces captages. Et cet outil, normalement, devrait être opérationnel quand même assez rapidement si on a bien... Enfin, l'ambition initiale était qu'il le soit d'ici l'été. Bon, apparemment, il semblerait qu'il y ait quelques difficultés par rapport à l'hébergement de cet outil et les serveurs. Mais en tout cas, voilà, ça devrait quand même être quelque chose dont on pourrait disposer assez rapidement. Voilà, j'en ai terminé.
Merci Anne. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes assommés? Bon, je ne vois pas de manifestation. Eh bien, je vous remercie. Alors, je voulais vous transmettre le support et le lien pour peut-être regarder tout ça à tête reposée et digérer tout ça. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez aussi contacter Christelle et Anne pour des compléments au besoin. Alors, pardon, je vous repartage la petite diapo de conclusion. Pardon, j'ai fait des essais, c'est moi qui ai un petit souci. C'est pas grave. Bon, on va faire ça. Juste vous dire, si vous pouvez compléter le petit questionnaire, il y a 2 petites questions là d'évaluation. Martin, si tu peux le mettre dans le fil de discussion, s'il te plaît, ce serait cool. C'est 2 petites questions très très courtes, ça nous aide après pour l'évaluation des actions. Et j'en profite pendant ce temps-là pour remercier Christelle et Anne pour leurs interventions. Pas évidentes alors que tous les textes ne sont pas encore sortis, mais l'idée, voilà, c'était de vous faire une première approche sur ces sujets-là. Au besoin, lorsque l'ensemble des textes seront sortis, n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez besoin qu'on fasse un point global à ce moment-là. Je remercie aussi les agences de l'eau, Rhône Méditerranée, Loire-Bretagne et l'Adréal pour leur soutien financier pour l'organisation de ces actions. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les prochains événements du réseau, notamment la journée technique sur le foncier agricole le 23 mai, et puis la rencontre réseau début juillet. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation, et je vous dis à bientôt. Merci à toi, Solène. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.